Les amis, bienvenue, nouvelle vidéo du comptoir olympien, une vidéo qui sera évidemment consacrée à la défaite de l'Olympique de Marseille 2 buts à 1 contre Lille, c'était dimanche au stade Vélodrome dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1, match qui avait commencé à 17h15 sous une pluie diluvienne, un Olympique de Marseille qui aurait pu faire une merveilleuse opération sur l'Olympique Lyonnais on va dire. Après la défaite des Lyonnais également 2-1 à domicile contre Monaco, ça aurait permis justement de garder à distance les Monégasques et de rallonger l'avance qu'il y avait sur l'Olympique Lyonnais. Malheureusement, il n'a été rien de tout ça, donc on voit que c'était un match où il y avait fort à faire. Je vais directement rentrer dans le match en soi avec Habib Beye qui a envoyé sa composition d'équipe, j'ai envie de dire classique d'une certaine façon. Voilà, Emerson Palmieri qui est plus ou moins de retour côté gauche, mais qui avait tendance à jouer quand même. On avait également Kondogbia, Højbjerg, Timber, qui est vraiment définitivement le milieu d'Habib Beye, afin d'essayer d'apporter, en tout cas d'essayer d'apporter, vous avez compris, de l'intensité et de l'impact au milieu. Puis notre trio d'attaquants composé de Greenwood, Pechao et Aubameyang. Malgré tout, une question, où est passé Benjamin Pavard? Ça, c'est la réelle question. Le retour des frères Muchachos, Balerdi, Medina, qui nous ont encore proposé, pour moi, une prestation catastrophique, digne des plus grandes écoles de cirque. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'écoles de cirque à Marseille, mais en tout cas, en Argentine, apparemment, il y en a quelques-unes. Donc voilà, le match en soi, on va le dire directement. Franchement, je vais essayer de faire vite, et si je vous le promets à toutes les vidéos, et je ne fais jamais vite. Donc pour une fois, je vais essayer de tenir ma promesse en période électorale. On va essayer de s'y tenir. Ça a été un match de merde. Voilà. Ça a été un match de merde à tous les niveaux. La composition d'équipe proposée par Habib Beye, pour moi, a de grosses lacunes, notamment sur cette charnière centrale. Le fait de ne pas avoir mis Benjamin Pavard, qui était quand même de la partie sur les deux matchs précédents où on avait fait clean sheet et clean sheet. Donc c'était Auxerre et Toulouse, mais bon, on est clean sheet, on n'a pas fait beaucoup à l'Olympique de Marseille récemment. Pavard était là. Je ne vais pas vous dire que Pavard c'est le retour de Franz Beckenbauer. Non, pas du tout, mais bon, bah, voilà, le mec était quand même sur les photos des clean sheets. Il nous refait cette charnière Balerdi Medina. Match de merde parce qu'on a un Benoît Bastien qui évidemment à chaque fois qu'il peut mettre une carotte à l'Olympique de Marseille ne s'en prive pas. Ça a commencé au bout de 45 secondes de jeu avec la semelle nuque. Je ne la connaissais pas celle-là, la Jet Li, on va l'appeler la Bruce Lee, comme ça elle est arrivée, la Chuck Norris. Voilà, en hommage à l'acteur malheureusement qui nous a quittés. Sur la nuque de Pechao, venant de Ngoy, le défenseur lillois, bon défenseur au demeurant, qui aurait dû être sanctionné pour moi d'un carton rouge d'entrée de jeu. Moi, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas mettre un carton rouge au bout d'une minute. Hein. Je veux dire, si on fait un attentat au bout d'une minute, eh ben, il y a carton rouge au bout d'une minute. Voilà. Attentat second réalisé par Verdonk sur Greenwood, sur une belle tentative de contre-attaque rapide, en tout cas avec Mason Greenwood, qui a été découpé, mais j'ai rarement vu ça. Il s'est fait éclater, c'est dangereux, je veux dire à cette vitesse, à la vitesse où vont les mecs, des sportifs de haut niveau, avec la musculature qu'ils ont, cet impact-là, j'aurais pas voulu être Greenwood, qui en plus du coup se relève et commence à demander des comptes, et se fait tamponner par Haraldsson. Bilan, carton jaune pour Verdonk, carton jaune pour Greenwood, et carton jaune pour Haraldsson aussi. Mais j'en reviens pas. Je dis carton rouge pour Greenwood, je rigole parce que j'étais à deux doigts de faire ça, vous avez compris. De me dire, mais on se moque de qui en fait? On se moque de qui en fait de ne pas respecter les règles et les lois du jeu, les lois du football comme ça. Je me pose de réelles questions. Donc déjà ça, pour moi, dans un premier temps, ça a un impact, non pas sur la qualité de jeu de l'Olympique de Marseille, parce que la qualité de jeu, pour moi, on ne peut la juger qu'à 11 contre 11. De la même façon que je mettais, on va dire, en pondération, d'une certaine façon, les résultats de Roberto De Zerbi quand on battait Le Havre, ou je ne sais plus, c'est Lorient aussi en début de saison, à 11 contre 10, on était en supériorité numérique, ou il y avait même contre Rennes, on était en supériorité numérique, on s'est débrouillé de le perdre, donc ça c'est notre histoire. Je me disais, on ne va pas évaluer des belles victoires par le score, étant donné que l'adversaire, ça avait été le cas du Havre et le cas de Lorient, donc avait été expulsé très rapidement. Je veux dire, voilà, ça n'avait pas de valeur. Donc pour moi, c'est seulement 11 contre 11. Donc
ça ne remet pas en jeu la qualité du match de l'OM. En revanche, ça peut remettre en cause complètement l'équilibre de la rencontre en termes de résultats purs, qui est victoire nulle ou défaite, et dans le cas présent, une défaite. Alors que peut-être que si Ngoy prend son rouge à ce moment-là, l'OM entame le match dès le début à 11 contre 10, ou si, imaginons dans cette réalité où Ngoy ne prend pas, il y a la réalité de Haraldsson et Verdonk qui doivent se faire expulser les deux en même temps. Les deux en même temps, et c'est pas que moi qui le dis, c'est l'arbitre, ancien arbitre qui a été arbitre international français, Saïd Njimi, qui l'explique très bien. Euh, si ces deux mecs-là doivent prendre rouge, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, je sais plus exactement au bout de combien de temps ça, elle arrive cette faute, ça fait 11 contre 9. À 11 contre 9, je pense qu'on perd pas le match. Voilà. Et ça aurait feutré probablement, et du coup on va continuer le défilé du match. Donc dans un premier temps, ce but de Nwaneri juste avant la pause. On a dès le retour des vestiaires la défense centrale et notamment le grand capitaine Leonardo Balergi qui fait encore une relance catastrophique. Enfin bref, une relance, un dégagement, un truc à machin, bam. But de Meunier, évidemment l'ancien parisien qui se fait toujours une joie de performer, en tout cas ne serait-ce que par ses qualités de match face à l'Olympique de Marseille. Meunier, je crois qu'il a l'âge de Toutankhamon, il me semble, mais bon, voilà. Et Toutankhamon a marqué, et on a un autre vieil ancêtre, je ne sais pas comment on peut l'appeler celui-là, Olivier Giroud, qui, face à la jeunesse dorée argentine, s'est permis de mettre un beau coup de tête qui a facilement trompé Geronimo Rulli. Donc ce que je disais, c'est qu'à 11 contre 9, on aurait probablement fait un bon résultat. Parce que je pense que là, la différence est telle à 2 joueurs de moins, est telle sur quasiment une totalité de match qu'on n'aurait probablement pas perdu. Voilà. Je ne sais pas si on aurait gagné, mais on n'aurait pas perdu. Que ça aurait feutré la piètre qualité footballistique que propose l'Olympique de Marseille. Et donc ça aurait permis à avoir ce premier mois d'Habib Bey parfaitement bien dessiné finalement, j'ai envie de dire, mis à part ce terrible accro contre Toulouse en Coupe de France qui reste une plaie pour moi qui ne sera pas soignée sur cette saison-là. Que dire de plus sur ce match? Je le répète, c'était de la merde en boîte. Voilà, c'était nul à chier. Le match était catastrophique. Et je peux pas avoir été le supporter, on va dire, qui fait ses analyses très tranchantes sur Roberto De Zerbi, qui les a faites avant dans un cercle plus privé et amical sur Sampaoli ou sur d'autres entraîneurs, et faire comme si je ne voyais pas ce qui se passait en ce moment. Voilà. Il faut quand même admettre que le football pour l'instant qu'on nous propose via Habib Bey n'est pas de bonne qualité. Il n'est pas, c'était pas meilleur sous De Zerbi, mais en tout cas c'est clairement pas bon non plus sous Habib Bey dans un autre style. Et j'ai pas envie d'être de ceux qui vont remettre en question sa nomination. Il faut partir déjà du fait que s'il a été nommé entraîneur de l'Olympique de Marseille, c'est que le poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille était disponible et que Roberto De Zerbi, je le rappelle, a senti qu'il était temps pour lui de s'en aller. Toujours pas d'ailleurs, c'est toujours pas exprimé d'ailleurs sur son départ, toujours pas un mot sur le peuple qui lui ressemble tant et la ville qui lui ressemble tant. Je pense qu'il nous a vite oubliés. Voilà, petit rappel sur le fait que ça sert à rien de mettre des hommes au-dessus de notre institution et au-dessus de notre ville, que ce soit De Zerbi ou quelqu'un d'autre. Hein. Je veux dire, on est plus important que ça en tant que Marseillais et supporter de l'Olympique de Marseille. Je trouve en revanche que les critiques sur Habib Bey sont très dures dans le sens où elles sont arrivées avant même qu'on puisse voir quelque chose. Pour moi, ce match de Lille, c'était le test le plus important. Presque plus que Lyon, parce que Lyon, il y avait encore ce truc de se dire, bon allez, il arrive, machin, etc. et tout. Et finalement, il s'est passé un truc parfois un peu paranormal sur ce match de Lyon, qui est propre au stade Vélodrome. Mais Toulouse et Auxerre, c'était nul. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas fait de vidéo. Parce que je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Je vous le dis sans mentir. Hein. Je les ai regardés 2 fois chacun des matchs. Ça fait 6 heures de visionnage sur 2 purges de merde entre Toulouse et Auxerre qu'on a gagné. Voilà, 6 heures, on peut faire plein de trucs en 6 heures. Hein. Voilà, j'ai regardé 2 matchs de l'OM. De merde. Qu'on avait gagné. Et là, celui de Lille, je l'ai regardé qu'une fois. Donc, je l'ai regardé qu'une fois, je trouve que ça suffisait déjà. Auxerre, je l'ai regardé 2 fois, mais je l'avais vu au stade. Hein. Donc 3 fois. Je me refais le truc dans la tête. Imaginez, 3 fois OM Auxerre, je me suis fait. Faut vraiment aimer ce club. Ou aimer souffrir, je sais pas.
problème psychologique, là, à mon avis, à ce niveau-là. Sur ce match-là, pour moi, de Lille, je vais directement passer à Habib Bey. Parce que là, ça part un peu dans tous les sens. Je suis désolé. Je vais te donner un conseil, Habib. Bon, tu as été mon joueur préféré dans cette époque à l'Olympique de Marseille. Moi, je jouais un peu arrière droit, etc. et tout, dans mes jeunes années quand je jouais au football. Et je m'inspirais énormément, Habib, de ce que tu faisais. J'adorais tacler, j'ai ce côté un peu défensif, un petit peu sauvage, etc. et tout. Je trouvais ça super. Et je m'inspirais de ça. Ouais, j'avais mon poster d'Habib Bey, saison 2004-2005. Ça remonte dans ma chambre, qui reste très longtemps resté dans ma chambre. Et du coup, je suis très 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 heureux, Habib Bey, de t'avoir en tant qu'entraîneur de l'Olympique de Marseille, parce que pour moi, ça fait partie des choses que j'aime dans un club qui veut être une institution, d'avoir les anciens qui reviennent et qui apportent quelque chose, qui apportent son savoir-faire, son savoir-être footballistique, le fait que tu étais un joueur de première ligue, que tu étais un international, confirmé d'une grande sélection africaine. Voilà, tu avais quelque chose à nous apporter, Marseillais dans le cœur, et Marseillais par ton capitanat, par ton affection, par tes performances à l'Olympique de Marseille. C'était bien pour moi que tu deviennes entraîneur de ce club, comme j'ai salué l'arrivée de Mehdi Benassia, qui pour l'instant me déçoit énormément. Bon, ça c'est autre chose. Et moi j'encourage les clubs à avoir les anciens qui viennent. Peut-être qu'un jour on aura Samir Nasri, peut-être qu'un jour on aura, je sais pas moi, quelqu'un d'autre. D'ailleurs, je vais en parler en fin de vidéo, peut-être. J'entends des choses qui me terrifient, mais je arrive en fin de vidéo sur ça. Habib, je vais te donner un conseil, mon grand. Avec tout l'amour que j'ai pour toi, toute l'affection que j'ai pour toi, tout le respect que j'ai pour toi. Arrête de faire des choix politiques à l'Olympique de Marseille. C'est peut-être ces 12 matchs qu'on t'a accordés pour être entraîneur de l'OM sur cette fin de saison, même si tu as un contrat d'1 an et demi, c'est peut-être les 12 seuls matchs que tu vas entraîner de ta carrière à l'Olympique de Marseille. Surtout si tu continues dans ce sens. Habib, donc je me suis un peu grillé sur la fin de vidéo. Habib, arrête de faire ces choix-là tièdes. Fais des choix imposés, confirmés, affirmés sur ta présence en tant qu'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Si tu veux arriver à faire cette deuxième année ou cette première réelle année, il va falloir que tu passes le cap de ces 12 matchs et de ces 7 prochains et que tu arrêtes par exemple de nous mettre Leonardo Balerdi au Stade Vélodrome. Moi, Leonardo Balerdi, putain, ça ne veut pas aujourd'hui. Tout le monde peut en témoigner, j'ai été son plus fervent défenseur. Et je vais continuer à dire que c'est un défenseur qui a des qualités. Mais aujourd'hui, les verrous sont verrouillés. Les moteurs sont rouillés. Vous prenez les expressions que vous voulez, tu prends les expressions que tu veux, Habib. Ce n'est plus possible de mettre Leonardo Balerdi dans un match de l'Olympique de Marseille au Stade Vélodrome. On peut le mettre éventuellement sur des matchs à l'extérieur. Il en reste 3-4. Voilà. Pas à Monaco, si on peut éviter, c'est bien. Ne le met plus au Stade Vélodrome. Il a les guibolles qui tremblent. Il veut en faire plus. Il veut prouver. Il veut se rattraper. Tout ce qu'il a fait, c'est irrattrapable. C'est terminé. L'histoire, elle est terminée pour Leonardo Balerdi à l'Olympique de Marseille. C'est fini. C'est fini. Les supporters n'accepteront plus. Les supporters ont beaucoup accepté. Beaucoup accepté. Beaucoup trop. Mais là, ce truc de Toulouse, c'est terminé. Alors, il y a eu le match à Paris en plus. C'est terminé. Les trucs, les discours, les dialogues, les machins, c'est fini. C'est fini pour Leonardo Balerdi à l'Olympique de Marseille, Habib. Et si tu veux rester entraîneur, il va falloir faire des choix forts. Tu as Pavard qui avait fait ses matchs, tu mets Pavard Medina, tu mets Pavard Egan Riley, tu mets Pavard qui tu veux, mais tu remets plus Balerdi. C'est terminé, en fait, au bout d'un moment. Il va falloir que tu affirmes, Habib Bey, tes choix. Et que tu t'imposes, et que tu arrêtes de faire de l'eau tiède. Ben, ça marche pas, ça. Aubameyang encore, qui joue autant de minutes en fait. Il ne met pas un pied devant l'autre. Il sert à rien. Je le dis honnêtement. J'ai un amour incroyable pour ce mec et je salue tout ce qu'il a fait cette saison. Mais en ce moment, il ne sert à rien. C'est un poids devant. C'est un poids. Ce mec doit entrer en impact payeur, un peu frais quand les autres sont un peu échaudés, pour essayer d'aller marquer parce que c'est un mec de surface. Mais c'est ni un mec de tête. Quand je vois Olivier Giroud, la tête qu'il nous met, je me dis mais putain, mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible qu'on n'ait pas un attaquant, l'Olympique de Marseille, depuis 20 ans qui prend un ballon de la tête, quoi. Et tu as Aubameyang, il rentre la tête dans les épaules. J'en peux plus de ça. J'en peux plus. Alors Habib, je te donne un conseil. Change des choses. Change des choses parce que sinon, toi aussi, dans 2 mois, tu seras plus entraîneur de l'OM. Et ça, je vais être le premier à être affecté par ça parce que je me dis, l'histoire peut être belle. Mais Habib, si tu veux rester à l'OM, fais des choix.
Voilà, Balerdi c'est fini. Aubameyang c'est remplaçant et il rentre et il remplace notre seul attaquant technique et un des meilleurs attaquants du championnat de France qui est Amine Gouiri. Voilà, qui est capable de dynamiser, d'apporter une fraîcheur, une qualité technique que même Greenwood n'a pas pour moi. Donc voilà. Ah oui, d'ailleurs, je reviens, Greenwood qui est sorti sur blessure. Voilà. On fait un petit astérix pour vous dire à quel point là, je suis en train de... Je n'en peux plus. Je suis fatigué. Cette saison, elle est longue. Je suis épuisé de cette saison, de ces discours, de ces trucs. Et ça, Habib, tu es pour rien. Tu es arrivé dans une marmite de merde, j'ai envie de te dire. Et pas de chance, voilà. On ne sait pas où aller la chasse. Voilà. Donc, voilà. Et toi, tu n'as pas l'air de vouloir arranger les problèmes. Je suis fatigué, en fait. Je suis fatigué de ce club, je suis fatigué de cette équipe, je suis fatigué de ces mecs, de ces discours à la mi-temps qui se la jouent encore, machin. J'en peux plus en fait. Je n'en peux plus. Voilà. Voilà, ils nous ont fait le coup toute la saison, ils nous font le coup de sang tous les ans depuis des années. Je n'en peux plus. Voilà, j'arrive à bout, je le dis honnêtement, je suis en train de péter un câble là face caméra, que je me suis contenu pendant 3 jours de me dire qu'est-ce que je vais dire pendant cette vidéo, qu'est-ce que En fait, je suis en train de péter un câble là pour la première fois. Je n'en peux plus. J'en ai marre. Arrêtez de parler, arrêtez de faire vos conférences. Juste faites un truc en fait. Voilà. S'il faut finir à 9 certains matchs, etc., mais pour montrer qu'à un moment donné vous en avez dans le pantalon, faites-le. Mais faites un truc parce que je vous jure les gars, vous avez des gens dans ce stade qui sont gentils, des gens dans cette ville qui sont gentils. Parce que les moyens financiers qu'il y a dans ce club, qui je rappelle l'OM est le 17e club européen sur les clubs engagés en Ligue des Champions cette année, on est 17e. On fait partie des 30 clubs les plus riches d'Europe. Donc des 30 clubs quasiment les plus riches du monde. Hein. Il y a les Saoudiens qui se sont inclus maintenant dans ça. Et qu'on nous propose cette merde, c'est catastrophique. Et Habib, tu n'es pas le seul responsable. Mais si tu veux être écarté de cette merde-là, voilà, et te laver les mains, vraiment fais des choix. Et arrête de mettre des mecs comme Balerdi sur le terrain, c'est plus possible. Je vais conclure. Se pose un peu. Sur la fin de saison. Il va rester 7 matchs. Le prochain, c'est après la trêve internationale. On va à Monaco. Monaco qui est plein gaz, plein fer. Là, il pourrait jouer contre n'importe qui. Il gagnerait le match, quasiment. Hein. Ils sont dans la continuité même des très bons matchs de Ligue des Champions qu'ils ont fait contre le Paris Saint-Germain. Où malheureusement, ils n'ont pas fait de qualification, mais ils avaient été excellents. Ils tabassent tout le monde en Ligue 1. Et pour moi, ils sont le vrai danger sur ce sprint final, qui est un réel sprint final. Hein. On a 7 matchs, voilà. Après cette trêve, il n'y aura plus d'interruption. Et on va y aller tout droit. Monaco est un vrai danger. On a un peu d'avance sur Monaco, ça se tient à quoi? On a 49 points, je crois qu'on est à 47, et après il y a des équipes à 44, etc. Donc on a, c'est pas un matelas, hein, c'est vraiment un petit coussin d'avance sur l'ASM. Je n'ai aucune espérance sur ce match-là quand je vois le contenu de ce que j'ai vu de ce premier mois d'Habib Beye et surtout de ces joueurs qui finalement n'arrivent pas à se révolter. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire à Monaco? À part perdre. À part perdre, je vois pas ce qu'ils vont faire. Voilà. C'est terrible. Et on va jouer Nice, qui va jouer sa survie. On va jouer Rennes la dernière journée avec Francaise, qui me fait toujours peur. Voilà. Voilà, je suis circonspect, pétrifié, terrifié, vous utilisez ce que vous voulez, concernant cette fin de saison de l'Olympique de Marseille, qui est fatigante, qui est longue, j'en ai marre, je vous le dis honnêtement, je fais ces débriefs, mais ça me casse les bonbons de faire ça, et je le fais seul encore, je me dis si encore j'avais des gens autour de moi un peu pour parler, mais pour partager ma peine en fait, tout simplement, parce que j'en ai marre quoi, j'en ai marre, je le dis honnêtement, j'en ai marre, je suis fatigué quoi. Je suis fatigué de me dire, mais putain, mais pourquoi je me fais chier? Et encore, je suis pas allé au stade dimanche, hein. Et avec la pluie de fou qu'il y avait, c'était mon seul jour de repos de la semaine. Je me dis, je vais pas aller au stade avec cette pluie. Je le dis honnêtement, hein, je l'assume. Hein. Je suis resté chez moi et j'ai aucun regret en fait. Aucun regret. Et je vais aller, le prochain match au stade, je vais y aller, etc. Et tout. Je sais que je vais y aller. Mais j'en ai marre, quoi. J'en ai marre. Je pourrais regarder un film que j'ai pas vu. Il y a plein de films cultes qui peuvent enrichir ma culture personnelle, des livres, des documentaires, surtout. Et je me fais chier en fait à chaque fois à regarder ce club de merde, avec cette équipe de merde. Et c'est dur, franchement c'est dur. Je le dis honnêtement, c'est dur. J'en parle rarement à quel point ça m'affecte comme ça. Tout le monde pense que j'ai juste envie de critiquer, mais ça me fait beaucoup de mal, franchement.
Donc voilà. Donc on verra cette fin de saison. Voilà, je sais pas, je sais pas quoi en dire, je sais pas quoi en penser, je sais pas. Voilà. Euh, un petit mot quand même sur le départ de Pablo Longoria qui est officialisé, qui a été à la tête de l'Olympique de Marseille dans un premier temps en tant que directeur sportif, puis ensuite en tant que président pendant presque 6 ans. C'est long, 6 ans à Marseille, 6 ans à l'OM. Pas aussi long que les plus de 20 ans que j'ai de supporterisme de l'OM. Mais 6 ans à la tête du club, je pense que c'est particulièrement éreintant. Je vais pas juste le descendre et le tailler. Tout le monde sait que je le porte pas dans mon cœur parce que pour moi, il a beaucoup servi ses intérêts et qu'il est arrivé il avait utilisé toutes ses cartouches. Il savait plus qui abattre. Il est arrivé à un moment donné voilà, en bout de piste. Mais voilà, en 6 ans, on va dire, de présidence, c'est 3 podiums. Alors, c'est pas des beaux podiums, quand on prend en considération qu'il y en a notamment un, c'est. Il y en a deux podiums qui sont parmi les 10 podiums les plus mauvais de Ligue 1. J'avais sorti la stat, il faudrait que je la retrouve. Mais je crois que depuis que Franck McCourt est arrivé à l'OM, il y a eu 10 podiums. Et sur ces 10 podiums, il y a notamment 2 fois où l'OM était deuxième et on était les plus mauvais deuxièmes. Voilà, je crois que la statistique exacte, c'est ça. Mais en tout cas, on y était. Voilà, on y était. On a fini troisième une fois avec Igor Tudor. Et donc, du coup, Longoria a créé un Olympique de Marseille qui me déplaît énormément avec ce non-attachement pour les joueurs. Il y avait quand même un truc qui était propre à l'OM, c'est qu'on arrivait à s'attacher à nos joueurs, on se créait nos légendes ou nos joueurs iconiques, parce que j'aime pas le mot de légende. Et du coup, je vais arriver sur mon deuxième mot ensuite, parce qu'il était et il restera un joueur iconique de l'Olympique de Marseille sans être une légende pour moi. Et Pablo Longoria nous a coupé de tout ça en nous enlevant des joueurs rapidement, en nous empêchant de nous attacher à des joueurs. Et je trouve il avait des gestions particulièrement inhumaines de façon générale, mais inhumaine pour l'Olympique de Marseille. Je ne lui souhaite absolument rien, ni de bien ni de mauvais. Voilà, j'en ai rien à cirer. Bon vent, Pablo. Voilà, le seul truc, c'est que je suis curieux de voir qui est-ce qu'on va avoir comme président, parce que même si pour moi, lui, il n'avait absolument pas les épaules, le problème, c'est que l'OM est un nid à merde et qu'on va sûrement encore arriver à se trouver des bonnes mouches à merde autour de notre club. Je parlais de joueurs légendaires pour certains, ce ne l'est pas pour moi, et iconique pour d'autres. En revanche, il est pour moi d'une certaine façon. Dimitri Payet a annoncé officiellement sa retraite professionnelle. Je vais là aussi pas inventer des choses que j'ai pas envie de dire. Je ne l'ai jamais porté dans mon cœur. Euh, je l'ai très clairement montré jusqu'à il y a quelques jours où j'ai sur le compte Twitter et peut-être même sur le compte Instagram voilà, balancé des vérités que je peux parfaitement appuyer concernant Dimitri Payet, tout simplement parce que sur chaque chose que je dis, j'étais là et j'ai tout vu de mes propres yeux, notamment une fois où j'ai dû intervenir. Donc il n'y a aucun souci, je peux très bien en parler s'il faut. Quoi qu'il en soit, si on doit parler juste de terrain, sur le terrain, c'est celui sur les 10-15 dernières années qui nous a apporté le plus d'émotion et qui a le plus porté l'équipe dans la qualité technique et décisive. J'ai plus les stats exacts, mais je crois que c'est 326 matchs, un truc comme 78 buts, 96 passes D, juste à l'OM, un truc comme ça. C'est exceptionnel, on est sur quasiment un ratio d'un but créé directement tous les 2 matchs. Je crois même peut-être plus que ça. Donc c'est une stats énorme, je trouve, pour un numéro 10. Meilleur passeur, je crois, de l'histoire de la Ligue 1. Grand joueur de qualité technique, pas très grand joueur, je trouve, en termes de qualité humaine et de qualité de vie. Un joueur qui a causé beaucoup de problèmes dans les groupes dans lesquels il est passé, qui a écarté beaucoup de mecs, voilà, notamment un autre ancien grand attaquant de l'Olympique de Marseille des années 2010, voilà, 2010, on va dire, début 2020, qui peut en témoigner, qui en a déjà gentiment témoigné, mais qui pourra en raconter des belles sur ce que Payet est dans un vestiaire. Et, euh, et voilà, donc il n'est pas une légende de l'OM pour moi, mais quoi qu'il en soit, j'ai eu un profond attachement à ce mec à certains moments et j'ai vibré sur beaucoup de buts. J'étais au stade Vélodrome pour le match qu'il fait contre Leipzig et c'est un des plus beaux souvenirs que j'aurai pour l'instant de ma vie de supporter. J'étais en virage plein fer, de la même façon que la caméra est face à moi, sur le but du PAOK.
Vraiment, j'ai l'impression que le ballon est arrivé dans la tronche. Il est arrivé à une vitesse et une puissance incroyables. Et Dimitri, c'est quand même beaucoup de beaux souvenirs, de beaux trucs. Le match contre Lyon aussi, où il porte ses alibofs et il gagne le match seul. Ah, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup détesté beaucoup de choses concernant Payet, qui je trouve pour moi est un peu trop édulcoré à Marseille, parce qu'à Marseille on aime raconter les choses comme ça, etc. Et, euh, et je trouve que c'est beaucoup exagéré. Sa légende à l'OM, il n'en est pas une, je le répète, mais il restera quand même un joueur très très important de l'histoire de l'OM sur ce roman du 21e siècle en tout cas. Voilà, j'arrive au bout, là je suis à bout. Voilà, de toute façon, vous l'avez compris, je suis fatigué de ce club. Il y aura autre chose, une autre vidéo prochainement qui arrivera. Voilà, et puis ça sera toujours pareil sur la page pardon, Instagram, Twitter aussi. Voilà, je vous invite à suivre ça, les amis. J'essaie de créer du contenu aussi sur les shorts sur YouTube, etc. Un petit peu de soutien, ça fait du bien. Un petit like par-ci par-là, c'est toujours sympa. Des vues et tout, c'est cool. Les résultats en termes de vues sont bien, bien, bien au-dessus de mon espérance dans mon idée d'arriver à créer quelque chose pour la saison prochaine. Je suis bien au-delà déjà de ce que j'espérais, donc je suis content. J'ai envie que ça continue à aller là-dedans. Il y a des gens qui vont intervenir. J'ai déjà des gens qui sont d'accord pour intervenir très rapidement. Donc on va travailler ça, on va évoluer ça pour que la saison prochaine, je puisse proposer un meilleur contenu avec des gens qui vont m'accompagner. Et voilà, je voulais vous remercier. Déjà, dans un premier temps, je vous souhaite malgré tout une belle semaine. Je vous dis à très bientôt et malgré tout, allez l'OM. Allez, ciao tout le monde.